Nous sommes toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales de Paris. Merci d'être avec nous sur U2P TV. Merci de suivre nos émissions depuis ce matin. Je rappelle que tous ces débats, toutes ces émissions sont disponibles en replay sur u2ptv.fr ainsi que sur tous les réseaux sociaux de l'U2P. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager nos émissions. On va continuer et on vous emmène tout de suite dans les territoires ruraux qui connaissent, c'est vrai, une vitalité entrepreneuriale croissante malgré, et c'est là tout le paradoxe, une sorte de dévitalisation des centres-bourgs, la difficulté d'accès au foncier et puis le manque d'infrastructures. Par exemple, il y a bien d'autres problématiques. Nous allons voir ça avec nos invités pour comprendre comment on peut permettre l'installation durable de commerçants, d'artisans et de professions libérales dans nos territoires ruraux. Avec nous pour en parler, Hugues Verdier d'Aviou. Bonjour. Bonjour. Opticien lunetier dans les Yvelines et président de la Fédération des opticiens de France. Jean-Michel Woolkoff est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Architecte diplômé par le gouvernement, secrétaire général de l'Union nationale des professions libérales et président de la commission intelligence artificielle de l'UNAPL. Et avec nous également, c'est un grand plaisir aussi, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Seine-Maritime. Bienvenue et bonjour. Bonjour à tous. On va commencer avec vous parce que on sait que l'Assemblée est évidemment très concentrée sur l'adoption du budget, sur la gestion aussi des soubresauts récents autour des changements de gouvernement. C'est très compliqué bien sûr. Et je voudrais savoir de quelle manière, dans tout ça, dans ce marasme comme on peut l'appeler, la question des territoires ruraux et de leur dynamisme, de leur revitalisation est quand même portée par les députés et par l'Assemblée. Alors, elle est portée de plusieurs manières. Elle va l'être au travers de nombreuses mesures que l'on retrouve dans le projet de loi de finances et évidemment dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale également. Mais c'est surtout au travers de la délégation collectivité territoriale qu'on arrive à avoir les meilleurs outils juridiques pour accompagner les collectivités. Peut-être que ce n'est pas suffisamment connu par le grand public, mais c'est vraiment là où nous donnons des moyens, des outils et où quelque part, nous préparons aussi des propositions de loi ou des projets de loi à présenter au gouvernement pour pouvoir accompagner les territoires ruraux. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a en effet tous les outils qui peuvent exister, mais puisque nous sommes au Salon des maires, ce sont quand même souvent les élus locaux, c'est-à-dire les maires, les présidents d'agglomération ou les présidents de communautés de communes, qui font que leur territoire devient attractif ou pas, en créant par exemple des événements pour faire connaître le territoire, en s'assurant qu'une offre de formation est suffisante sur le territoire, en travaillant avec la région notamment et les entreprises locales pour savoir quels sont leurs besoins demain, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, eh bien, pour arriver à créer une formation, il faut à peu près 2 ans entre le moment où vous exprimez des besoins et le moment où on peut sortir, non pas des jeunes, mais une formation. Donc on voit bien que tout ça, c'est aussi une question non pas de volonté politique, mais d'outils politiques que mettent en place les élus locaux au service de leur territoire. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on en parle souvent d'ailleurs sur ce plateau, tout le monde sait que malheureusement les territoires ruraux se dévitalisent de plus en plus, donc le constat il est partagé par tous. Et on a du mal à comprendre de quelle manière on peut s'en sortir. Qui a les leviers? Alors vous dites évidemment c'est les maires. Et les maires vont vous dire oui mais moi je suis étranglé par tout ce qu'on me demande et ils vont se tourner vers les députés. Ouais, alors moi j'ai été maire. J'ai été maire, j'ai été présidente d'agglo et j'ai été vice-présidente de région. Je trouve que c'est un peu facile aujourd'hui de tout le temps renvoyer la balle sur les uns sur les autres. Des élus locaux font des choix politiques. Si aujourd'hui vous n'êtes plus capable de faire des choix politiques, eh ben, il ne faut plus d'élus locaux. On laisse la place aux fonctionnaires et voilà. Mais ce n'est pas ici que je vais dire qu'en effet, je trouve important que nous fassions des choix. Même si on voit bien qu'on a quand même à travailler. Moi, quand je reprends la mairie de Fécamp, j'ai une masse salariale qui est énorme. Très impressionnante. J'ai des structures qui coûtent extrêmement cher et les marges de manœuvre, elles sont faibles quand vous avez sur certains types d'emplois eh bien, des personnes qui sont là pour 37 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question, est-ce qu'aujourd'hui, il est intelligent, il est malin, il est toujours judicieux que des, je ne sais pas, jardiniers, monsieur l'architecte, parce que parfois vous faites aussi des espaces publics, est-ce qu'il est judicieux eh bien, qu'on emploie à vie
des personnes qui seraient jardiniers, par exemple. Parce que ça peut correspondre, oui, à un besoin de la collectivité à un moment donné, mais peut-être plus, parce qu'après, on aura besoin plutôt de menuisiers, mais pendant une période courte, sur 5 ans, sur 10 ans, mais pas obligatoirement sur 37 ans. Donc cette incapacité pour les collectivités à pouvoir vraiment gérer leurs ressources humaines est un problème. Hugues Verdier-Davu, il y a un chiffre important parce que depuis 2010, le nombre d'entreprises de proximité croît plus vite dans les campagnes que la population, portée donc par le développement de l'auto-emploi, des nouvelles formes d'activité, et donc parfois aussi par des gens qui sont architectes, opticiens. Est-ce que finalement l'avenir des territoires ruraux, ce sont les professions libérales ? Waouh, j'ai l'impression de vous avoir collé sur cette question. Non, mais d'abord, il faut différencier la profession libérale des petites et moyennes entreprises, voire des grosses entreprises. Ce n'est pas forcément la même façon d'exercer ou d'occuper le territoire. Une profession libérale va exercer dans un cabinet qui peut se situer pas forcément en ayant pignon sur rue, et une TPE où les commerçants vont être pignon sur rue. Et dans ces commerçants, il y a encore d'autres formes d'exercice. Il y a ceux qui vont mailler le territoire, les centres-villes, ceux qui vont essayer de faire tourner les centres-villes, faire vivre les centres-villes, et ceux qui vont aller dynamiser les zones périurbaines. Et c'est là où il y a un problème qui peut se créer dans le dynamisme, dans l'évolution du dynamisme des territoires. C'est-à-dire je vois apparaître dans certains coins de France, notamment pour les opticiens, des zones qui se dynamisent plus en périurbain qu'en centre-ville. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'on voit quand même assez peu d'opticiens dans les campagnes. Il faut tout de suite aller sur la ville d'à côté. Non, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Il paraît qu'on est trop nombreux. Tiens donc. Ah ben alors, c'est ce qu'on arrête. Qui dit ça? Oui, c'est ça la question. Qui dit ça? Tout le monde, à commencer par la CNAM, le ministère nous dit depuis 2018, il y a 3000 magasins d'optique de trop en France. Il se trouve qu'on maille le territoire comme aucun autre professionnel de santé visuelle. Parce qu'à part nous, il y a les orthoptistes et les ophtalmos. Alors les ophtalmos, on en a manqué pendant très longtemps. Fécamp, c'est bien de quoi je parle. Et les orthoptistes aussi. Fécamp, c'est aussi de quoi je parle. Et de fait, les opticiens, nous sommes le poste avancé de la santé visuelle sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et nous, chez nous, on a des tas de propositions à vous faire, mais je crois qu'on va se revoir bientôt. On va prendre date. et on est sur les territoires. On est ouvert de 9h à 20h et je crois je ne suis pas sûr qu'on soit si nombreux que ça. On est nombreux, on est là, on est présent. Peut-être qu'on ne nous utilise pas assez bien. Je pense qu'on peut nous utiliser plus et qu'on peut nous utiliser mieux. Et en tout état de cause, on est dans les centres-villes. Par contre, il ne faut pas qu'on parte des centres-villes. Oui. Pardon ? Il ne faut pas que vous partiez des centres-villes pour aller en périphérie. Exactement. C'est ça, j'aimerais bien rebondir là-dessus tout à l'heure. On va rebondir. Je donne la parole effectivement à Jean-Michel Woolkoff. Donc, l'UNAPL, bien sûr, les professions libérales, je vous repose la même question. Est-ce que finalement l'attractivité des territoires ruraux va passer en fait par le développement des professions libérales sur ces territoires ? Alors effectivement, il faut distinguer deux choses. Il y a effectivement le commerce de centre-ville et le commerce de périphérie. Pour la question de la ruralité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble des professionnels libéraux que nous sommes, que ce soit les avocats, les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les architectes, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent des clients quand ils vont s'installer, y compris dans la ruralité. Donc ça veut dire que les communautés de communes, les mairies, et c'est là où je rejoins Madame la députée, c'est qu'il faut une vraie volonté politique pour déployer des moyens de l'habitat, du commerce et de l'activité dans la ruralité. S'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas de clients, les professionnels libéraux ne pourront pas s'implanter. Parce qu'ils n'auront pas de quoi vivre, simplement. Donc il y a une vraie volonté politique. Et on l'a vu, après le Covid, il y a eu un vrai élan vers la ruralité. Et cet élan est en train de s'essouffler. Cet élan revient, et justement parce que quelquefois c'est des problématiques de réseau, de débit, d'infrastructures, de capacité de stationnement, de capacité de mutation aussi des centres-villes et des centres-bourgs. Vous regardez n'importe quel centre-bourg, vous avez des commerces en rez-de-chaussée, des appartements qui sont commandés par les commerces mais qui sont vides. Et donc en fait, il y a moins d'habitants en centre-ville et donc il n'y a plus de densité. Ce qu'il faut vraiment recréer, c'est de la densité, de l'attractivité, des services
Et à ce moment-là, c'est une politique vertueuse qui fait que le centre-ville et le centre-bourg se redéveloppent. Et effectivement, empêcher les entreprises de partir en périphérie, mais aussi dire aux maires eh bien que le centre-ville a avant les sous que peuvent leur donner des entreprises plus grosses ailleurs. C'est un petit peu ça. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on dispose de tous les outils, vraiment. Ce que vous évoquiez, par exemple, tout à l'heure, tout de suite, sur les commerces et les immeubles qui sont habités, enfin, non pas habités, occupés qu'au rez-de-chaussée par des commerçants et vides à l'étage. Aujourd'hui, vous avez des opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui permettent de résoudre, avec l'aide de l'État, une fois n'est pas coutume, eh bien, des vraies opérations. Moi, j'ai essayé, enfin, je l'ai fait dans ma ville et ça marche plutôt bien. Parce que souvent, en effet, on est sur des baux qui datent d'il y a très 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 longtemps. On n'a pas réussi à indiquer aux propriétaires de cet immeuble comment faire en sorte que pour lui ce soit plus intéressant d'avoir et un appartement ou deux ou trois à l'étage. Et parfois ils ont peur. Donc ça aussi, ça relève du législateur. C'est comment on sécurise aujourd'hui les bailleurs privés, premier point. Et puis sur ce que vous évoquiez, notamment en périphérie, aujourd'hui, il y a des outils qui existent. Moi, je l'ai vécu et je ne suis pas peu fière d'avoir appelé l'attention du ministre à l'époque, Bruno Le Maire, sur ce sujet. Moi, j'avais une grande surface qui voulait s'installer en périphérie. Je savais très bien que ça allait vider mon centre-ville. Je le savais parfaitement. En commission départementale d'aménagement commercial, eh bien, c'est refusé. Parce qu'évidemment, vous avez un peu de copains qui sont là. Sauf que le propriétaire, enfin le futur commerçant, vient me voir en me disant « Vous avez gagné une partie, mais vous n'avez pas gagné la guerre ». Je lui suis toujours reconnaissante d'avoir fait ça. Parce que je me suis dit « C'est quoi la prochaine étape ?» Et donc, au niveau national, j'ai évidemment aussitôt alerté le ministre en lui disant « Voilà ce qui se passe ». Et aujourd'hui, maintenant, on demande au maire de la ville-centre son avis au même titre que le préfet. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour l'implantation de cette très grande surface à proximité de chez vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des maires aujourd'hui qui n'assument pas cette responsabilité-là, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils vous disent qu'en fait ça les arrangerait bien d'avoir 300 ou 400 emplois en périphérie, il faut qu'ils l'assument, cet outil existe. Et donc moi je dis, voilà, il faut que chacun, encore une fois, prenne ses responsabilités. Et peut-être encore une fois, puisqu'on est au Salon des maires, moi je pense qu'il y a une vraie urgence, parce que parfois on pêche par ignorance. On ne sait pas, on ne peut pas tout savoir quand on est maire. On est souvent isolé, et c'est pourquoi des salons comme ça sont hyper importants. Il faudrait qu'on ait des formations qui soient quasiment obligatoires pour les tenir informés de tous ces outils qui existent et qui sont à disposition. Alors Jean-Michel Loukov voulait réagir. Oui, tout à fait. Effectivement, il existe des outils et des textes. Le premier, c'est le remembrement. Il faut que les maires mettent dans les PLU et les PLU intercommunautaires, bien évidemment, tous les outils qui permettent le remembrement et qui permettent la préemption. Préemption des commerces, préemption des immeubles, mais surtout qui permettent la réhabilitation. Et après, effectivement, des outils comme l'ANRU, comme l'ANA peuvent intervenir. Mais il faut l'inscrire dans le droit des sols déjà, ce qui permet derrière une deuxième action. Et puis, effectivement, la CNAC, la CDAC et la CNAC permettent effectivement d'arbitrer sur les locaux commerciaux. Vous vouliez réagir également? Oui, deux réactions. La première sur effectivement, il y a énormément de commissions, il y a énormément d'associations qui aident. Le problème, c'est que c'est pas toujours bien fléché. Alors l'ANA, on la connaît, mais c'est pas toujours bien fléché. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Sur la formation des maires, effectivement. Et alors c'est pas un reproche que je fais parce que moi j'habite dans une petite commune des Yvelines et j'ai des opticiens qui me font des remontées de terrain au point que au mois de juillet on a écrit à l'Association des maires de France en disant stop, ça suffit, vous ne pouvez pas être support par exemple de la mobilité des opticiens. Et pourquoi on arrive sur de la concurrence déloyale où des mairies mettent à disposition des salles de la mairie, voire certaines prennent le rendez-vous pour l'opticien mobile qui vient faire de l'exercice qu'il n'a pas le droit de faire selon la convention CNAM et le droit de la santé publique, mais si, et puis alors qu'il y a un opticien à 200 mètres. Et donc et aujourd'hui effectivement on est en train de créer et les maires quand je les appelle, je dis mais vous pouvez pas faire ça. Alors certains annulent, on dit bah, effectivement je ne savais pas parce qu'on ne savait pas et je leur en tiens par rigueur.
D'autres me disent, bah oui, mais alors les rendez-vous sont pris, vous comprenez, c'est embêtant. Je dis, c'est pas grave, vous aurez l'huissier. Donc ils ont un huissier qui arrive et qui me donne le constat. Mais ça crée aussi une concurrence déloyale vis-à-vis de l'opticien local qui investit sur son territoire, qui paye du foncier, qui paye des charges, qui crée de l'emploi, qui contribue au dynamisme de la ville et qui peut se déplacer facilement dans les EHPAD, parfois en prison, alors que les autres modes d'exercice ne sont pas justifiés. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le territoire et on peut s'appuyer sur nous. Alors malheureusement, l'émission touche bientôt à sa fin, ça va très vite, mais j'ai quand même une question pour tous les trois. Parmi les leviers qu'on pourrait activer pour revitaliser les centres-bourgs dans la ruralité, on peut citer l'encadrement des loyers commerciaux, la fiscalité locale incitative, une offre commerciale évidemment diverse et une dynamique économique insufflée par les collectivités. Laquelle vous semble peut-être la plus urgente parmi celles que je viens d'évoquer? L'encadrement des loyers, peut-être? Pas tant. Par nature, je ne suis pas hyper pour l'encadrement des choses. Ok. Enfin, voilà. C'est vraiment de créer du flux, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et comment? Eh ben, on crée du flux, je vous disais tout à l'heure, en créant des événements, en faisant en sorte qu'on ait une association des commerçants qui ait les moyens, qui ait des possibilités. Ce n'est pas obligatoirement des subventions. Vous voyez, moi j'ai fait beaucoup, puisqu'on n'était pas riche et on ne l'est toujours pas, de mettre à disposition des moyens humains quand vous pouvez en avoir, de mettre à disposition, de faciliter la vie de ces associations de soutien des commerçants. Comment vous créez du flux, je vous disais, en organisant des événements, vous faites en sorte que vos logements, en effet, soient occupés. La réhabilitation de friches, ça c'est extrêmement important, on en a tous en centre-ville. Et puis, il y a un outil dont on n'a pas parlé et qui a vraiment été très bon, notamment au début, parce que moi je sais que j'en ai bénéficié, c'était le dispositif Petite Ville de demain. Et Petite Ville de demain, ça donnait, non pas obligatoirement encore une fois des moyens numéraires, mais ça donnait un accompagnement aux collectivités parce qu'elles ont si besoin d'ingénierie pour créer ces différents outils. Vous pouvez aussi faire en sorte que de ne pas seulement subir, c'est-à-dire que vous avez des outils dans le domaine de l'urbanisme qui vous permettent de choisir quel type de commerce, alors ça il faut le faire vraiment quand on ne peut pas faire autrement, mais quel type de commerce vous pouvez choisir selon les codes NAF dans votre territoire parce que vous ne voulez pas avoir que des opticiens ou que des agences immobilières ou que des boulangers ou que des pâtissiers. Bref, vous avez le droit, la possibilité aussi juridique de choisir qui créera ce flux sur votre territoire. L'urgence, pour vous, ce serait quoi alors? Alors, je vais rebondir. Créer du flux, ça me va très bien comme expression. Le problème des centres-villes aujourd'hui, c'est on a des urbanistes qui font très bien leur boulot, avec des paysagistes qui font très bien leur boulot. Et on a des très beaux centres-villes. Sauf que comme on peut plus se garer... Parking gratuit. Eh bien, oui, alors le problème, c'est qu'il faut les faire, ces parkings gratuits. Et donc, alors, hormis le temps du délai de travaux, parce qu'après, il faut voir sur un long terme. Mais je regarde par exemple à Dax, qui est l'endroit où la fédération a ses bureaux. Le centre-ville de Dax, c'est magnifique. C'est très beau. Il vient d'être heureux, mais on ne peut plus y aller. Il y a un parking qui a été construit, qui est privatisé, et on ne peut pas y aller. Et donc, en fait, à chaque fois que j'y vais tous les mois, je me rends compte qu'il y a un magasin qui vient de fermer. Et à 1 kilomètre, il y a le Grand Mile, et là, tout le monde va là. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir recréer une possibilité d'accéder et puis aussi, les gens prendront peut-être moins leur voiture pour consommer local. Peut-être facilite. Alors, je ne suis pas non plus pour l'encadrement ou fiscalisé, mais c'est vrai qu'en termes de fiscalisation, si on est soumis pareil au centre-ville et en périphérie, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, je pense que... alors moi, ça n'a rien à voir, mais je vais en profiter pour glisser comme ça. Moi, je suis contre la publicité en optique. Bon, mais ça, c'est pour redonner du pouvoir d'achat aux gens et aussi faire baisser les prix, par exemple, des équipements qui seraient aussi en centre-ville. Donc, je pense que ça peut jouer. Hier, j'étais à Lille pour mon congrès et j'ai pesté quand je suis arrivé dimanche, au samedi après-midi à Lille. Je ne pouvais pas accéder à l'hôtel parce que c'était piétonnisé. Ça m'a énervé. Le lendemain, c'était à nouveau rendu à la circulation. Et en fait, j'ai apprécié ce double flux. C'est-à-dire, c'est laissé aux piétons et c'était noir de monde et c'était vivant. Le centre-ville de Lille était magnifique.
Et le lendemain, les voitures, moi j'ai pu accéder, déposer mes cartons, repartir, stationner 5 minutes, repartir. Voilà un exemple qui est, je Donc trouve, ça fonctionne. voilà, Ouais. j'ai trouvé un bon exemple. Le double Pour, usage. pour conclure, Pour conclure, je dirais il faut, comme je le disais tout à l'heure, développer la densification, et la densification douce, puisqu'on est en milieu rural, mais à la fois avec du neuf et de la réhabilitation, ça c'est obligatoire, et en même temps développer les mobilités et les qualités d'accès. Quand je dis les mobilités, dans la ruralité, malheureusement, la voiture est encore le plus souvent le mode de fonctionnement. parce qu'il y Donc, en a il faut- qui ne peuvent pas faire autrement on peut pas et faire qu'il n'y a autre- pas de bus. Il n'y a ou pas de ligne de bus, il n'y a pas de y a métro, il n'y a rien. pas de tram, des choses comme ça. Donc il faut développer les mobilités, trouver des systèmes de transition entre la périphérie et puis le centre-bourg ou le centre-ville qui permet l'installation des professionnels libéraux, parce que c'est quand même et des commerçants, c'est quand même l'objet de la table ronde, et favoriser aussi la formation des élus et l'utilisation des outils, toute la palette d'outils qui existent pour les élus, à la fois dans le domaine de l'urbanisme réglementaire et dans le domaine législatif et dans la politique de maîtrise du foncier, avec les EPF. Un grand merci à tous les trois d'avoir été sur ce plateau pour nous donner justement des pistes intéressantes à suivre pour revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite, évidemment, pour un nouveau rendez-vous sur U2P TV. Ciao.